C'était un pari en fait, de se dire on va regarder la communication des PME, des grandes entreprises, toutes les communications et on va essayer d'en tirer un matériau qui soit utile, pertinent et efficace. Oui, ça a été long, il y a eu plein d'itérations, mais on a trouvé une manière d'aborder, de traiter la donnée pour éviter les biais, pour être fiable, pour être pertinent et pour apporter de la valeur là où vous voulez en apporter. Donc ça, c'est quand même une grande satisfaction. En termes de produits, ça a été une belle surprise en fait presque. Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin et que ce serait aussi percutant. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast dédié aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, consultant marketing vidéo, et j'aide les SaaS à augmenter leur conversion grâce à des vidéos de présentation persuasives en motion design. Si vous aussi vous voulez convertir plus de visiteurs en clients, eh bien cliquez sur le lien en description pour réserver un appel avec moi. Salut Tanguy. Salut Anthony. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast SaaS Invaders. Est-ce que déjà tu peux nous présenter votre solution? Bah oui, absolument. 2050 Analytics, on est une solution qui analyse la communication RSE des entreprises à très grande échelle. On va sur le site web, on récupère tout ce que les entreprises disent qu'elles font en matière de carbone, biodiversité, économie circulaire, sociale, gouvernance, etc. Ok. Et à partir de là, on a une donnée. Alors, on a déjà analysé 200 000 entreprises françaises, ce qui est énorme. On est les seuls à avoir analysé autant d'entreprises. Et ça nous permet d'avoir une idée des tendances, des acteurs qui se positionnent et de pouvoir, quelque part, avoir un matériau qui est inspirant pour accélérer la transition des entreprises. Ok, super. Donc l'idée de cet échange, c'est d'en savoir un peu plus sur ton parcours par rapport à cette solution. Déjà pour commencer, d'où est venue l'idée ou c'est quoi la genèse de 2050 Analytics? Alors, la genèse, c'est que en sortant de mon précédent projet, je voulais aller sur des questions d'impact. Et donc, je me suis demandé sur quel sujet il était utile d'apporter une pierre à l'édifice. Et mon constat initial, c'était que la transition écologique des entreprises, c'est un beau sujet, un vaste sujet. Ça implique que toutes les entreprises se transforment. Et donc, c'est un sujet de conduite du changement massif. Et je me suis dit, pour ça, si on regarde bien, la plupart des entreprises sont très peu outillées. Si on regarde toutes les PME notamment, elles sont complètement à l'aveugle, elles ne savent pas où elles en sont, qu'est-ce qu'elles doivent faire, etc. Et donc, il est temps de savoir, de faire un état des lieux et de pouvoir dire à n'importe quelle entreprise, voilà où tu en es, voilà où en sont tes concurrents, voilà où tu peux aller, voilà les sujets dont tu peux t'inspirer pour progresser, voilà, tout simplement. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu as hésité avant de te lancer? Est-ce que c'était un premier projet entrepreneurial ou tu en as déjà eu auparavant? Non, j'en ai déjà eu avant. J'avais alors à la fois, j'ai eu une activité d'indépendant pendant une dizaine d'années. Je faisais du conseil auprès de dirigeants de petites entreprises. Et puis, en faisant du conseil auprès de dirigeants de petites entreprises, j'ai aussi, au passage, cofondé plusieurs startups. Et donc, j'ai eu des expériences entrepreneuriales plutôt dans la tech, dans le SaaS notamment. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis venu à l'idée que j'avais à la fois une compétence sur la conduite du changement, une compétence métier qui était importante, et puis une idée à peu près de comment pouvait fonctionner, qu'est-ce que pouvait apporter une plateforme en SaaS sur différents sujets. Ok, ça marche. Et alors, comment s'est présenté le premier client? Est-ce qu'il est venu à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher? Non, Comment ça s'est fait? le premier client, on a clairement été le chercher, on a été le chercher et au début, on partait sur l'idée de pouvoir apporter de la valeur directement aux PME. Et c'était aussi l'occasion de tester parce qu'on veut que la valeur finale puisse revenir aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des outils complexes. Mm. Mais assez vite, on a switché vers un modèle où on accompagne plutôt ceux qui accompagnent. On apporte de la valeur, on apporte de la donnée et des outils à ceux qui accompagnent des PME sur le chemin de la transition. Ok, alors pour rentrer un petit peu dans le concret, c'est quoi les fonctionnalités phares que vous développez et qui sont plébiscitées par les clients? Eh ben, on a plusieurs fonctionnalités. On a des choses qui relèvent de l'analyse, de l'étude. Donc, imaginons, je suis une collectivité territoriale, je suis une grande banque, je veux connaître mon écosystème de PME, que ce soit mes fournisseurs, mes clients B2B ou les entreprises de mon territoire. Eh ben, nous, on va pouvoir aller analyser au réel l'état de maturité, ce que disent les entreprises, chaque entreprise de l'écosystème qu'on regarde, et comment elles se positionnent par rapport aux entreprises qui leur ressemblent parmi toutes celles qu'on a analysées. Donc, on va être capable de donner une idée de la maturité RSE des entreprises. Ça, c'est vraiment le côté analyse. Il y a un autre côté qui est plutôt accompagnement. Et là, on va permettre de faire un benchmark sur une entreprise en particulier. Donc, je prends l'entreprise, on va aider à trouver des concurrents, des fournisseurs, etc. Et on va dire, voilà comment elle se positionne aujourd'hui, voilà les sujets sur lesquels elle pourrait progresser, voilà le catalogue des initiatives de ses concurrents pour pouvoir apporter à l'entreprise des clés pour avancer sur le chemin de la transition. Et puis, un dernier sujet qu'on est en train de développer, qui est la question du greenwashing. Il y a une directive qui va arriver là en septembre
qui va obliger toutes les entreprises qui font du B2C à être extrêmement attentives sur les questions de greenwashing. Elles vont pouvoir, ça c'est des allégations environnementales et ce sera sanctionné par la DGCCRF. Alors, Et c'est quoi la la, DGCCRF? la Direction générale de la concurrence et je ne sais plus quoi, de la répression des fraudes. Ok, ok, Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le gendarme des entreprises en matière d'allégations commerciales notamment. ok. Et donc, les règles vont se durcir. Et pour les entreprises, c'est très compliqué. Elles communiquent beaucoup depuis longtemps. Et donc, nous, en partenariat avec avec un très, très grand cabinet d'audit, dont je ne peux pas citer, mais en tout cas, on construit ça avec eux. On va proposer une solution qui va permettre de détecter très rapidement sur tout le périmètre de com là où il y a des risques de greenwashing et de permettre à l'auditeur ensuite d'auditer plus rapidement et d'apporter des réponses pour aider l'entreprise à ne pas faire de greenwashing, tout simplement. Ok. Alors, pour revenir un petit peu sur le parcours et comment tu l'as vécu, ça fait combien de temps que maintenant tu es lancé dans cette aventure-là? Et puis, c'était quoi, si on fait une rétrospective, les moments les plus difficiles ou challengeants ou peut-être aussi une remise en cause de l'idée? Eh ben, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi et alors je dirais, c'est l'entrepreneuriat, c'est toujours un peu en dents de scie. On a des moments d'enthousiasme, des moments qui sont plus difficiles, il y en a tout le temps et je crois que donc il y a pas de c'est un peu tout le temps ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a eu, il y a eu déjà des pivots, des marchés qui commencent à prendre, mais on se dit: «Ouais, ils marchent, mais il y a un problème de modèle économique parce qu'on ne peut pas vendre assez cher là-dessus». Des pistes qu'on ouvre, qu'on referme, on a eu des changements techno aussi. Le principal sujet qui nous a surpris, c'est qu'on est beaucoup plus innovant que ce qu'on pensait. Ok. Et je ne le dis pas comme un atout énorme, parce que du coup, l'accès au marché, ben, il est plus compliqué. Il faut expliquer, il faut évangéliser, il faut apporter de la valeur, là où on ne nous attendait pas sur cette valeur-là. Ouais, donc, Donc, faut pas aller trop vite non plus par ben, rapport au marché. voilà, à la fois, d'abord, il y a eu beaucoup de R&D pour arriver à faire ce qu'on fait, et en plus, ben, il faut réussir à expliquer la valeur et quelque part en quoi ça change la donne. Donc ouais, tu as parlé de pivot. À aucun moment, vraiment, ça a été vraiment remis en question en se disant, OK, on doit tout arrêter? Ou est-ce que quand même, il y a eu un gros questionnement? Ou Bah, c'était il y le a pivot, on s'est dit, bon, il y a d'autres idées, il y a d'autres solutions. Non, je crois que la question, c'est plutôt le temps que ça prend. Donc la question qui peut se poser à terme, c'est est-ce qu'on arrive à conquérir le marché suffisamment vite? Et voilà, on n'en est pas encore à cette question-là, mais elle peut se poser à un moment. Là, pour l'instant, on n'a pas été là-dessus. On était, mon cofondateur, Damien Beignet, était lui aussi entrepreneur. On savait que on allait devoir chercher finalement la porte d'entrée qui soit la plus optimale entre ce que c'est faire la techno et la valeur qu'on peut apporter aux clients. Et puis après, ben, c'est la recherche du marché, c'est un processus normal. Effectivement, il est long, voilà et donc ben, on continue à travailler ça pour trouver vraiment, les marchés qui vont permettre de cranter durablement le modèle. OK. Et alors là, pour aller du côté plus accomplissement, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes dans l'équipe assez fiers d'avoir réalisé, mis en place, peut-être des clients que vous avez décrochés, en tout cas des bons souvenirs? Il y en a plein, d'abord c'était un pari en fait, hein, de se dire: «On va regarder, la communication des PME, des grandes entreprises, toutes les communications et on va essayer d'en tirer un matériau qui soit utile, pertinent et efficace». C'était un pari au début parce qu'il y avait le risque, qu'on dise: «Mais en fait personne ne communique ou alors tout le monde Mmh. communique n'importe quoi». Là, c'est un pari tenu et donc oui, ça a été long, il y a eu plein d'itérations, mais on a trouvé une manière d'aborder, de traiter la donnée pour éviter les biais, pour être fiable, pour être pertinent et pour apporter de la valeur là où on voulait en apporter. Donc ça, c'est quand même une grande satisfaction. En termes de produits, on a été, je dirais, ça a été une belle surprise en fait presque, hein, Mmh. voilà. Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin, que ce serait aussi percutant. Donc ça, c'est quelque chose de sympa et puis après, ben, on a des use cases qui sont intéressants, on a des gros clients, donc je peux citer quelques use cases qui sont sympas, auxquels on n'avait pas forcément pensé, par exemple, au début. Ouais. Pour les gros acteurs qui ont, des commerciaux sur le terrain, des commerciaux B2B qui ont à vendre des choses qui ont trait à la RSE. Donc par exemple, dans le domaine bancaire, hein, il y a des offres bancaires qui sont liées à des thématiques, vertes ou environnementales. Heu la thématique qu'on adresse, c'est comment faire pour que les conseillers clients sur le terrain, aient une fiche très simple qui leur permette de rentrer en dialogue avec n'importe quelle entreprise, quelle que soit son activité. Si je parle à un boulanger, si je parle à une industrie très technique, je veux avoir en une page les deux trois questions qui sont utiles pour pouvoir engager le dialogue sur la RSE. Mmh. Alors ça implique des questions qui parlent surtout pas de jargon RSE, mais ça c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que c'est vraiment très conduit du changement, c'est vraiment ce que j'aime. C'est un outil très opérant pour pouvoir enclencher des choses et enclencher une envie d'aller de l'avant sur ces questions-là. OK, ouais, donc j'imagine que le profil, la typologie de clients, d'entreprise est vraiment très, très vaste.
Ouais. de parler de domaine. Après, les tailles d'entreprise également, en fait, ça peut être soit des TPE, PME ou des très grands groupes, en fait. Donc, Oui, on est presque à l'articulation entre les deux d'ailleurs, hein. En fait, la problématique qu'on va adresser commercialement, c'est la problématique de ceux qui ont un sujet de comment j'accompagne les plus petits. Donc il faut que notre réponse ait de la valeur pour les plus petits, mais il faut aussi que ça ait une valeur pour notre client à nous, qui va être celui qui accompagne, qui peut être une très grande entreprise, une banque, une collectivité. Et donc eux, il faut qu'ils gagnent du temps, il faut qu'ils gagnent en pertinence. La question de comment adresser le marché des TPE-PME, elle est là, elle est dans les feuilles de route depuis longtemps, ça fait partie des axes, mais elle n'a pas de déclinaison opérationnelle efficace. Donc nous, c'est ça qu'on adresse. Nous, on dit, en ok. fait, on est capable de vous donner des outils pour décliner opérationnellement ce qui est dans vos axes stratégiques depuis longtemps, mais que vous ne savez pas par quel bout prendre. Ok, ça marche, intéressant. Et alors, les clients aujourd'hui, comment vous les trouvez? Vous avez une approche marketing, de prospection? Comment vous faites au quotidien pour glaner Alors, les clients, vous faire connaître? là, dans un premier temps, on a beaucoup fait à la fois par réseau et puis par prospection, mais très quali, en essayant de cibler. On a fait aussi quelques salons. On a été quand même accompagné par l'écosystème aussi. On est rennais et donc par l'écosystème rennais. Là, on commence maintenant qu'on a des use cases qui sont bien établis à rentrer dans une prospection un peu plus offensive, un peu plus large. C'est un sujet qui est complexe parce que l'IA fait qu'il y a beaucoup de prospection partout, parce que la RSE, la question des data, c'est des marchés qui sont assez tendus. Donc là, on rentre dans une phase où on se dit, bon, voilà, c'est le moment où il faut à minima que tout le monde nous connaisse. Et Hmm. puis, on a beaucoup travaillé quelque chose d'autre qui est que notre donnée, on la rend accessible sur notre site web. Donc, on a travaillé l'inbound en faisant que normalement, si tu tapes une petite entreprise et le mot RSE, il est possible que tu tombes sur la fiche d'analyse de 2050 Analytics de cette entreprise. Ok, Et intéressant. ça, ça fait qu'il y a des clients qui arrivent avec une perception déjà de la valeur de notre donnée. Ok, intéressant. Et alors, au niveau financement, comment vous êtes? Vous êtes en autofinancement? Vous avez fait différentes levées de fonds? Alors, pour l'instant, on a fait de l'autofinancement des deux cofondateurs et puis on a fait aussi du non dilutif. Donc, on a fait un peu de bancaire, on a eu des subventions, etc. Et donc là, maintenant, il va falloir qu'on rentre dans une phase, maintenant qu'on a vraiment fini la R&D, que le go-to-market est clair, qu'on voit le niveau d'ambition qu'on peut poser sur la suite. On va rentrer dans une phase où on va aller lever des fonds de manière plus conventionnelle, peut-être plutôt avec des business angels dans un premier temps, mais ça reste encore à définir. Voilà. Mais l'idée au dernier trimestre, ça va être de travailler cette question-là, parce que on est sur des grands comptes, donc ça prend du Hmm. temps, on a quand même une belle ambition, donc il va falloir pouvoir accélérer, et ça, on va avoir besoin de le financer. Ouais, bien sûr. Alors, donc, du coup, pour conclure un peu cet échange, c'est quoi les grands défis des prochains mois ou les fonctionnalités peut-être phares que vous êtes en train de développer? C'est quoi l'avenir? Je te le disais, dans les prochains mois, donc on a commercialement déjà engrangé un peu le fruit de ce qu'on avait fait, donc massifier l'approche qu'on a sur un certain nombre de use cases où on sait qu'on a une valeur à aller récupérer. Je pense par exemple au cabinet de conseil à qui on peut permettre d'avoir des benchmarks de 150 entreprises à faire à leurs clients à un prix très abordable et qui leur fait gagner beaucoup de temps, sur les sujets RSE évidemment. Euh, et puis d'un autre côté, développer certains use cases et notamment le fameux partenariat sur la directive EMCO, Empowering Consumers. Et donc ce partenariat-là, il faut trouver des clients pilotes, il faut ensuite construire l'offre, la solution, et puis le déployer commercialement. Mais ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant pour notre modèle, où on serait à la fois on fait de l'analyse de communication RSE en cherchant de l'inspiration pour mieux communiquer, pour pousser les entreprises à oser communiquer. Et pour les aider à oser communiquer, il faut aussi leur dire où est la limite, hein. Ça leur permet d'éviter les maladresses. Et donc, pour nous, c'est intéressant parce que ça vient fermer la boucle de la valeur qu'on peut apporter au marché sur ces questions de communication RSE. Eh ben, intéressant. Merci en tout cas pour ton partage, Tanguy. Et puis, j'imagine qu'on peut suivre votre actu sur LinkedIn. Absolument. Et puis, bonne Et sur continuation. le site 2050analytics.com. Ok, eh ben, on se rendra sur le site. Allez, Merci merci à toi. Anthony, Ciao. merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et liker pour m'aider à développer le podcast. Et si vous êtes un SaaS et que vous voulez augmenter vos conversions grâce à des vidéos de présentation en motion design, réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien en description et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de SaaS Invaders.